Moi, j'ai un rêve que j'ai depuis que je suis très jeune. Mon rêve, c'est de changer le monde. Et s'il y a un rêve qui semble impossible, c'est bien celui-là. Hein? Depuis que je suis toute petite, je regarde le monde et je me dis quelle sorte de monde de fou dans lequel je suis tombée. Et je me dis, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose. Puis, j'ai passé toute ma vie adulte à me dire, ben oui, mais là, arrête, tu peux pas changer le monde, là, voyons donc. Et puis, bon, lâche ça, puis arrête ça. Et ce qui est un peu particulier, c'est que depuis, pas depuis que j'ai fait mon excellence, depuis que j'ai créé l'Institut Hippocampe, je vous raconterai le parcours après pour ceux qui ne le connaissent pas. Depuis que j'ai créé l'Institut Hippocampe, puis que je suis en train d'aider des gens à réaliser leurs propres rêves, puis de voir ce que ça génère, vous avez été témoin aujourd'hui de personnes qui sont en train de réaliser leurs rêves. Je ne sais pas vous, là, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que le monde est en train de changer. C'est ça que j'ai vu chez toutes les personnes qui ont parlé aujourd'hui. Parce que une par une, si toutes les personnes qui existent sur cette planète faisaient ce dans quoi ils sont le meilleurs au monde, puis ce qui les passionne, puis qui les anime, puis qui les font être 100% dans la vie, ben, n'aurait plus de guerre, n'aurait plus de crime, n'aurait plus d'abus. Ce serait fini. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est de ça que j'ai envie de vous parler. Je pense que je suis née dans un environnement qui était favorable. Parce que je suis née dans une famille où, premièrement, mon grand-père paternel, il n'a jamais fini sa 4e année primaire. Et mon grand-père a construit les moulins à scie les plus gros du Québec. Il était au-dessus des ingénieurs. Il a même été embauché pour aller construire un moulin à scie au Mexique. Il était considéré comme une sommité dans le domaine en Amérique du Nord. Mon père, son fils, c'est quelqu'un qui aimait les défis impossibles aussi. À l'âge de 17 ans, je pense, il a décidé d'apprendre le judo, puis en moins qu'1 an, il est devenu ceinture noire de judo. Il était dans la marine, mon père, quand il était jeune. Puis c'était réputé impossible de se faire mettre dehors de la marine. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne te feras jamais mettre dehors de la marine. Tu peux quitter, mais tu ne te feras pas mettre dehors. Puis lui, il a dit, moi, je vais me faire mettre dehors de la marine. Puis il a réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux te changer ça. C'est qu'il pouvait se faire mettre dehors, mais c'était une discharge déshonorable. Ou oui. avec une discharge Honorable. Puis lui, c'était qu'il voulait sortir avec une discharge honorable. Et c'était quelque chose. C'était un grand défi, puis ben, évidemment, il a dû avoir des gageures, connaissant les gars dans l'armée. Puis, il a réussi à se faire remercier de la marine avec de manière honorable. Comment il a fait? Je ne connais pas les détails, tu iras demander à Dorothée, elle les connaît mieux que moi. Mais je sais qu'il a fait semblant d'avoir des migraines, des maux de tête, pendant des mois. Et il n'y a jamais un seul médecin qui a été capable de détecter qu'il mentait. Avec le détecteur de mensonges. Imagine-moi comment moi je pouvais le trouver. Donc, c'est encore une autre histoire. J'ai eu sens, je veux dire, dans ma vie, j'ai des personnages, même dans mes ancêtres, du côté de ma grand-mère paternelle, la tante de ma grand-mère qui s'appelle Virginie Dussault, qui est une auteure connue au Québec dans les fins des années 1800. C'était une des premières femmes auteurs canadiennes-françaises à être publiées.
Et c'est une femme, à l'époque, c'était déjà un exploit. En plus, c'est une femme qui a toujours refusé d'avoir des enfants, ce qui est un autre exploit à l'époque. Alors, et donc, puis bon, moi, j'étais même pas encore née, là. Ça, c'est juste mes gènes, là. Puis après, je suis née dans une famille avec des parents. Donc, il y en a, la plupart d'entre vous avez connu mon père, puis vous connaissez aussi ma mère. C'est des gens qui ont toujours cru que l'impossible est possible. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, mes amis se faisaient dire par leurs parents, ben là, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Puis là, quand tu arrives à l'adolescence, là c'est le temps d'arrêter de t'amuser comme un enfant, là, puis là, tu deviens sérieux, puis là, tu choisis un métier sérieux. C'est-à-dire un métier qui t'apporte la sécurité d'emploi puis la sécurité financière. Que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça, c'est pas important. Mes amis se faisaient tous dire ça par leurs parents. Moi, mes parents, ils me disaient, c'est pas important si ce que tu fais, c'est un métier qui est valorisé ou pas. Ce qui est important, c'est que tu fasses ce que tu aimes dans ta vie. Pas important si tu gagnes de l'argent ou pas. Je suis partie avec ça. Mais, à un moment donné, j'ai rencontré des difficultés. Et les difficultés principales que j'ai rencontrées, c'était à partir de l'âge de 8 ans, j'ai commencé à subir de l'intimidation à l'école. Systématique. J'avais toute la classe sur le dos. Et c'est ma meilleure amie qui a démarré le bal. C'est ma meilleure amie, je pensais que c'était ma meilleure amie. J'ai appris que c'était pas ma meilleure amie qui a monté toute la classe contre moi. Et ce qui était particulier, c'est qu'à l'époque, dans ma tête d'enfant, je me disais c'est de sa faute à elle, c'est elle la méchante, et puis quand je vais changer d'école, ça va bien aller. Mais l'année suivante, j'ai changé d'école, c'était plus la même gang, et ça a continué. 2 ans après, j'ai rechangé d'école, ça a encore continué. Puis l'année d'après, j'ai encore changé d'école, ça a encore continué. C'est vraiment étrange, hein, parce que j'avais l'impression d'avoir une étampe dans le front, tu sais, nerd. Celle sur qui il faut taper. Go! Et évidemment, je souffrais beaucoup de ça, j'avais presque plus d'amis. J'avais Suzanne, avec qui je vivais pas ça, mais Suzanne puis moi, on habitait loin, on se voyait pas souvent. Puis en plus, Suzanne n'avait pas le même âge que moi, puis à ces âges-là, surtout au primaire, puis même au secondaire, quand on a 1 an de différence, on n'est jamais dans les mêmes classes, on n'est jamais... donc, à cette époque-là, on ne se côtoyait pas tellement. Donc, j'avais très peu d'amis. Et par contre, j'avais un père qui jouait beaucoup avec moi. Mon père adorait les enfants, puis il jouait beaucoup avec moi, et il dessinait avec moi, et il jouait à courail avec moi. Mais à l'âge de 12 ans, tout d'un coup, mon père finit. C'est pareil comme si j'avais plus de père. Il jouait plus avec moi, c'est bien juste s'il me parlait, il était jamais là, de toute façon il travaillait comme un fou. Fait que j'ai vécu encore un gros deuil. J'ai eu l'impression, mon seul ami qui me restait, c'était mon père, puis là tout d'un coup je l'ai perdu. Puis je me suis mis à être déprimée. Je me suis mis à être en dépression, puis en dépression, puis en dépression. Quand je me rappelle mon adolescence, j'ai vraiment la sensation d'avoir été en dépression 9 mois sur 12 pendant plusieurs années. Pendant une couple de mois, là, j'allais mieux, puis je retombais. Les idées suicidaires, je connais très bien ça. C'était tellement souffrant, c'était une espèce... Si vous avez déjà vécu une dépression, vous savez ce que ça fait. On a l'impression, c'est tellement douloureux, insupportable à l'intérieur qu'on n'a pas envie de mourir, en fait. Je pense pas qu'on ait réellement envie de mourir. On a envie que la souffrance, ça s'arrête. Par n'importe quel moyen. Puis quand on ne trouve pas d'autres moyens, on se dit, coudonc, je vais mourir. Puis c'est ça, j'étais souvent déprimée, j'avais aucune estime de moi parce que depuis l'âge de 8 ans que je me faisais dire par les autres enfants, t'es grosse, puis t'es stupide, puis t'es laide. Très grosse. Mais je les ai crus. Je les ai crus. Il y a eu un point tournant à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, mon père a commencé à être malade, gravement, il avait une maladie neurologique. Et dans la même période, je me souviens que c'est la même période, je vais vous dire pourquoi après, ma mère, à un moment donné, un peu en désespoir de cause, je pense qu'elle ne savait pas trop quoi faire avec moi parce que j'étais toujours déprimée, puis que j'étais négative et morose. Je souriais jamais, puis ça devait être très déprimant pour les gens autour de moi. Elle m'a offert un livre.
un livre qui s'appelait « La puissance de votre subconscient » du Dr. Murphy. En a-t-il d'autres qui le connaissent, ce livre-là? Hein, dans les années 70-80, là, j'ai l'impression que tout le monde a lu ce livre-là. C'était assez simple comme livre à l'époque, mais c'est tout ce que je connaissais. J'avais jamais entendu parler de ces principes-là. C'est un livre qui explique qu'on peut créer ce qu'on veut, on peut changer notre réalité avec nos pensées. Mais sur le coup, là, ça m'a pas fait plaisir. Sur le coup, j'étais tellement dans ma victimite aiguë que sur le coup, la réaction que j'ai eue, c'est ça, tu essaies de te débarrasser de moi. Je suis trop déprimante, tu essaies de te débarrasser de moi, tu me dis, tiens, va lire ça, puis arrête de m'achaler avec tes problèmes. C'est ça, c'était ça ma réaction. Tu te rappelles-tu? Ben, maintenant, avec le recul, je me dis, ça n'a aucun sens, mais je tournais dans ma morosité puis dans ma souffrance, puis ça faisait juste partie de ça. Je n'étais pas outillée à l'époque pour avoir du recul, mais j'ai quand même lu le livre. Et j'ai fait, je ne sais pas si ceux qui l'ont lu, si vous vous souvenez, la méthode, il faut écrire des affirmations au présent, puis il faut les lire à haute voix tous les soirs avant de se coucher pendant 21 jours. Vous vous rappelez de ça? Donc, j'ai écrit mes phrases, puis je les ai lues à haute voix, religieusement, avant de me coucher, pendant 21 jours. Et pourquoi je me souviens que c'est à la même époque où mon père est tombé malade, c'est que une de mes affirmations, c'était « Mon père retrouve la santé complète ». Il y avait une maladie incurable, chronique. Tous les médecins étaient d'accord avec ça. Mais vous savez quoi? 20 ans plus tard, là, même pas, non, 10 ans plus tard, il a retrouvé une santé complète. Ça, c'est des choses qui, pour moi, disent « tout est possible ». C'est des preuves, une après l'autre, que tout est possible. Fait que pour moi, c'est une évidence que tout est possible. Il n'y a même pas aucun doute dans mon esprit. Des fois, ça m'arrive de douter. Je suis comme tout le monde, hein? Je suis pas encore ascensionnée. J'aimerais ça, mais bon, je suis pas encore rendue là. Ça m'arrive de douter. Mais je doute pas que ce soit possible. Je doute d'avoir la force de me rendre jusqu'au bout. Parce que des fois, c'est long. Là, ça a pris 10 ans. Puis il en a traversé des épreuves, mon père, pendant 10 ans. Il en a souffert un coup pendant 10 ans. Puis pendant toutes ces années-là, on n'avait aucune idée s'il allait réellement réussir à s'en sortir, ni s'il y arrivait, combien de temps ça prendrait. Je me souviens d'avoir rencontré une fois une personne, je vendais des produits naturels, puis la compagnie pour laquelle je travaillais, on faisait les salons. Salon de la santé à Québec, salon de la santé à Montréal, puis salon de la femme, puis salon de ci, salon de ça, salon du nouvel âge. Et puis, donc, quand on fait des salons, ben, on est là à longueur de journée à répondre aux questions des gens, toujours ces mêmes affaires. Puis, moi, j'ai trouvé super les produits, puis entre autres, il y a un des produits qu'on vendait qui aidait à guérir la maladie de Crohn, qui est une maladie chronique de l'intestin, qui était très sévère. Les gens souffrent beaucoup quand ils ont ça. Puis il y a un gars, à un moment donné, qui m'arrive, puis il me dit « Ouais, moi j'ai ça, la maladie de Crohn. » Puis je dis « Ben, écoute, regarde, il y a du monde qui se sont guéris avec ce produit-là, tu devrais essayer, là, là, là. » Puis là, il finit par me dire « Oh, ben là, ça fait bien des années que j'essaie de sortes d'affaires, puis là, je suis tannée d'essayer de sortes d'affaires. » Moi, ça m'a fait... J'ai raconté au gars l'histoire. J'ai dit « Tu sais, mon père, il a eu une maladie neurologique chronique incurable. Il a été malade pendant 10 ans. Il n'a pas arrêté de chercher puis d'essayer toutes sortes d'affaires pendant 10 ans, jusqu'à temps qu'il trouve. Puis j'ai dit au gars, j'ai dit, tu sais quoi? S'il avait arrêté de chercher au bout de 9 ans et 3/4, là, ben il serait en fauteuil roulant aujourd'hui. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut prendre du temps. C'est vrai des fois qu'on n'a aucune idée comment ça va arriver. Je pense à ce que Jean-Pierre expliquait tout à l'heure au Charles-Henri. Des fois, on se dit, oui, ou Philippa, ce que je veux, c'est ça. J'ai aucune idée comment faire pour y arriver. Mais ça n'a aucune importance. Parce que la seule job qu'on a à faire, nous, c'est décider qu'est-ce qu'on veut. Le comment et le quand, c'est pas de notre ressort. C'est la job de la vie.
C'est la job de Dieu ou de la vie ou de votre âme. On s'en fout, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, il y a des forces à l'œuvre dans le monde. Les physiciens en physique quantique, ils ont établi ça déjà il y a pas loin de 100 ans. C'est pas connu dans le monde conventionnel et pourtant ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, ces connaissances-là. Ils ont établi ça qu'il y a des forces à l'œuvre puissantes dans cet univers qui sont en lien direct avec les pensées, avec notre façon de voir les choses, avec le subtil, avec l'énergie, que l'énergie répond à nos pensées. Et donc, c'est tout. La seule job que nous, on a à faire, c'est de dire à cette énergie-là, moi, c'est ça que je veux. Maintenant, toi, débrouille-toi avec le comment. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. C'est ça que Jean-Pierre maîtrise avec un brio absolument fabuleux. Je sais pas, moi, je le sens quand je l'écoute parler. Ça fait des années que j'écoute Jean-Pierre parler à d'autres personnes. C'est sûr, quand on est à deux, on se parle plus des mêmes choses, on se connaît par cœur. Mais quand je l'ai connu, c'est ça qui m'a tant fasciné chez lui. Puis c'est ça qui me fascine encore quand je l'écoute parler à d'autres personnes. Mais il maîtrise ça de façon incroyable, lui. Cette capacité-là de s'en remettre complètement à la vie. Oui, de temps en temps, il y a la peur, il y a le doute, il y a la panique, il y a l'angoisse qui monte. C'est pas grave. Tu vis avec, tu le mets de côté, tu t'en remets à la vie encore. Alors, je suis partie dans une direction totalement inattendue, c'est merveilleux. Je m'étais dit ce matin, alors, que toutes les conférences, y inclut la mienne, que ce qui ressorte, ce soit ce qui est parfait, ici maintenant, pour les personnes présentes. Alors, ça doit être ce qui est parfait pour les personnes présentes. Suite à la lecture du Dr Murphy, je dois dire aussi que je me passionnais déjà pour les croyances. J'étais fascinée par les religions depuis toute petite. Mes parents étaient athées, ou en tout cas vraiment non pratiquants, et ils ne s'intéressaient plus du tout à la religion depuis avant ma naissance. Il faut dire qu'au Québec, les gens ont beaucoup été échaudés dans les années 50 par la religion, donc eux, ils avaient décidé, là, ça suffit. Mais moi, malgré que mes parents ne pratiquaient pas, n'allaient pas à l'église, ils ne parlaient jamais de religion en maison, j'ai insisté pour faire ma première communion, puis après ça, j'insistais, je leur demandais la permission pour aller à la messe avec les voisins. Ça me fascinait. Je lisais tous les livres de mythologie grecque, romaine, égyptienne et tout ce que vous voudrez, puis je les connaissais par cœur, puis je me disais, ah, les gens, ils croyaient-tu vraiment à ça? Tu sais, les dieux et les déesses qui se battent, puis je me disais, est-ce que ça me fascinait. J'ai lu à l'âge de 13 ans une brique épaisse comme ça sur la mystique qui s'appelle Les Grands Initiés. Vous essayerez de lire ça, je ne sais pas comment. Même après coup, j'ai essayé de lire ça, je me dis, mon Dieu, j'ai lu ça quand j'avais 13 ans, moi. J'avais comme quelque chose qui m'attirait. Puis vous savez, le Dr Murphy, avec son livre « La puissance de votre subconscient », là, de quoi il parle? Il parle juste de ça, les croyances. Le pouvoir de nos croyances. Parce que la petite affirmation, c'est pas elle, là. C'est pas elle qui fait que ça réussit. C'est le fait que j'y crois. C'est le fait que j'y crois. Si j'y croyais pas, je le ferais pas. Le fait d'écrire ça sur un carton, puis de répéter ça à haute voix, quitte à avoir l'air d'un imbécile, si quelqu'un m'entend, pendant 21 jours, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui y croit. Et c'est ça qui est puissant. Et c'est après, j'ai fait d'autres démarches, puis d'autres lectures, puis j'ai fait beaucoup de croissance personnelle, moi aussi, évidemment. À partir de l'âge de 21 ans, j'ai commencé de façon vraiment intensive à faire des ateliers de toutes sortes, où on parlait de ces choses-là. Puis où on parlait de, oui, on est créateur de notre vie, on n'est pas obligé de la subir. Moi, si j'étais malheureuse jusqu'à cet âge-là, puis souffrante, puis dans la dépression, c'est que je pensais que j'avais aucun pouvoir sur ma vie. Je pensais que j'étais obligée de la subir, puis que les affaires me tombaient sur la tête, la marde, puis les tuiles, puis les horreurs, les affaires épouvantables, souffrantes, me tombaient sur la tête, puis je ne pouvais rien y faire. Je me disais, moi, vivre dans un monde comme ça, j'aime autant sacrer mon camp. Puis c'est quand j'ai vraiment commencé à comprendre comment ça marche que j'ai switché. J'ai arrêté d'être déprimée. Puis j'ai commencé à avoir envie de vivre ma vie. Puis de faire ce que je veux avec ma vie. Puis à croire que j'étais capable de le faire.